de vous retrouver, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis au Tanganyika parce que je reçois un notable de cette belle province, Christian Kitungwa. Avec lui, nous allons parler de la province, nous allons parler de l'actualité comme d'habitude. Spécial débat, spécial Tanganyika. Très heureuse de vous retrouver et d'être avec nous pour la première fois. Merci beaucoup, madame. Christian Kitungwa, question directe. Est-ce que le découpage du Grand Katanga a été bénéfique pour les Katangais ou pour la province? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus, le découpage du Grand Katanga? En fait, le rapprochement de diriger avec leurs dirigeants, ces rapprochements-là, et surtout ce développement qui peut voir les enfants du Tanganyika se développer un peu plus rapidement. Mais la grande malheur est d'avoir des dirigeants qui, à un certain niveau, c'est resté un verre à moitié vide, à moitié plein, parce que chacun a fait sa part. Mais pour les Tanganyika aujourd'hui, nous avons besoin des dirigeants qui sont empreints de cette capacité de gouvernabilité, de vertébrer au fait, des managers. Voilà le mot. Donc la province a besoin de managers. Voilà. Nous avons suivi il y a quelques semaines la réconciliation Kabila-Katumbi, la réconciliation des fils du Grand Katanga. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose que Kabila, Katumbi et tous les grands notables, les fils du Katanga se réunissent? Parce que beaucoup disent c'est le rêve, le retour du Grand Katanga. Vous partagez cet avis, le retour du Grand Katanga? Pas la réconciliation de deux individus, okay, mais la réconciliation d'un peuple, c'est souhaitable. Parce que même le chef de l'État a besoin de la paix, a besoin que cette réconciliation, la crainte était de voir deux individus à la fin se réconcilier et les autres traîner derrière avec leur sac de problèmes contre X, contre Y. Mais à la fin, nous avons vu deux individus se réconcilier. Bon. Donc, nous ne savons pas le mobile, mais il y a eu quand même réconciliation. On a vu de loin. Bon, on n'a pas de point de vue à émettre, surtout si nous ne savons pas exactement le mobile. Les questions qui fâchent, parce que j'ai un notable avec moi. L'exode rural, les déplacements de population dans votre province. Beaucoup de Katangais disent... ça les dérange, entre guillemets, puisqu'il y a un niveau maintenant assez élevé de banditisme, d'insécurité, de criminalité, et que l'État doit s'y mettre pour encadrer cette population qui arrive en masse au Grand Katanga. C'est le rêve katangais. Qu'on le veuille ou pas, c'est le poumon économique du pays. Les minerais stratégiques se retrouvent dans les Grands Katanga. Et au Tanganyika, comment vous faites pour comment dire, réguler et protéger cette population qui vient au Tanganyika? Comment vous faites? Comment la population ressent ça? Le peuple tanganyikais, c'est un peuple très hospitalier. Nous accueillons tous ceux-là qui viennent parce que nous considérons que tout celui, à mon humble avis, je l'ai toujours dit, sans porter les gants, tout celui qui est au Tanganyika, c'est un Tanganyikais. Désormais, dès lors qu'il se retrouve sur les sols tanganyikais, il est obligé de travailler pour les Tanganyika, il est obligé d'investir dans les Tanganyika, et donc c'est une construction du Tanganyika. Et pour moi, je suis foncièrement d'accord avec cette thèse qui dit tout simplement que tout celui qui y habite est un Tanganyikais. Sa place est au Tanganyika parce que la province du Tanganyika regorge beaucoup de potentialités pour émerger, pour aller loin. Mais nous ne pouvons pas le faire seulement avec l'expertise des autochtones. Absolument pas. Vous avez parlé de l'insécurité. L'insécurité dans les Tanganyika, c'est une question de compétence du point de vue des résolutions des conflits. Quand vous voyez le toit, communément appelé le pygmée, et la population, il faut écouter les revendications. Ce sont des revendications que quelqu'un qui a cette capacité, empreint de cette capacité de gouvernance, de résolution de conflits, peut très facilement amener
à la table de négociation et vider toutes ces questions de tous ceux qui sont comme protagonistes dans cette question. Et quelles sont les revendications, par exemple, de cette population Twa? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quand vous suivez les revendications, je n'aimerais pas... Parce que les pygmées, moi je ne tourne pas autour du pot. Les pygmées se disent être marginalisés parce que c'est eux vraiment les autochtones de ce grand pays, la RDC. Ouais. Et dans les institutions, on ne les sent pas, on ne les voit pas. Et ils se plaignent d'être marginalisés dans leur propre pays. Est-ce qu'au Tanganyika, prenons un exemple pratique, y a-t-il un pygmée dans les institutions, à l'Assemblée provinciale, tout ça, y a-t-il des ministres pygmées ou quoi? Ils sont où? Ils sont dans des cases, ils sont dans la forêt, ils sont où ces pygmées? On ne les voit jamais. Je sais que dans l'ancien gouvernement qui venait de tomber, il y avait de Twa. Ah, ok. Voilà, c'est le problème qui est là. Nous allons voir avec le départ de la MONUSCO ce que ça va donner. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre le Twa avec de flèches venant de l'Europe. Des flèches venant de l'Europe? Bien sûr. Mais ils fabriquent même des flèches, que je sache. Absolument pas. Quand vous regardez, on amène des gens à l'hôpital avec des flèches venant de l'Europe et vous posez-vous une question. Voilà, donc la résolution de conflits implique tout cela. Il faut intégrer chaque dimension, chaque intervenant, chaque protagoniste dans cette question-là. La question de les associer, effectivement, c'est une question réelle. Elles se plaignent de ne pas épouser les Bantous ou les autres, voilà. Ils se plaignent de ne pas intégrer. Quel est le programme que le gouvernement a mis en place pour cette intégration? Pour cette intégration, le processus, même la prise en charge de certains d'entre eux, pour relever les niveaux en termes de scolarité, en termes d'encadrement ou réintégration, je vais dire sociale, parce que ça s'avoisine à un groupe de pression. Ils vivent en vase clos, les Twa? Toujours entre eux? Pas vraiment, pas vraiment. Ils ont besoin de cette intégration. Okay. Ils ont besoin de cette intégration parce qu'ils se sentent marginalisés. Donc, quel est le programme que le gouvernement, d'abord du Tanganyika, met en place pour nous éviter cela? Parce qu'à chaque instant, l'insécurité qui y règne commence aussi par ça, parce que ce sont nos compatriotes qui reçoivent des flèches à gauche, à droite, et quand ils se réveillent aujourd'hui, ils se fâchent. C'est assimilé au Bakata Katanga, c'est ça? Absolument pas, parce que leur agenda, c'est autre chose. Voilà, leur agenda est ailleurs et revendique la considération dans la société. Ok. Nous allons y rester, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment spécial Tanganyika. Quelles sont les richesses du Tanganyika sur le plan des minerais, de la végétation, la pêche? Qu'est-ce que le Tanganyika produit? Le Tanganyika, c'est une province merveilleuse. Okay. C'est une province merveilleuse qui regorge de potentialités incommensurables. Tenez-vous bien, quand on parle du lithium, lithium, fabrication des piles, c'est ça? De batteries, piles, tout ça, okay. de véhicules chargeables, tout ça. Aujourd'hui, si on veut parler du réserve du monde, c'est les Tanganyika. On a parlé par rapport à ce que nous avons en termes de réserve de lithium. On dit non, voilà, le Tanganyika en Afrique, hein, la réserve est plus costaud. Mais moi, je vais aller jusqu'à vous dire que non, c'est au niveau du monde. Pourquoi? Parce que les recherches qu'on a eu à faire, c'était juste au niveau d'un seul bassin. On a évalué la quantité, on a quantifié la minéralisation juste dans le seul bassin, dans les Tanganyika, au niveau de Manono. Mais le filon va, parce que le filon ne va pas vers le bas, le filon avance. Vers... ça va vers le Haut-Katanga. Okay. Donc vous allez comprendre que la minéralisation qu'on est en train de parler du Tanganyika en termes d'Afrique n'est pas celui-là. Il faudrait qu'il y ait l'expertise parce que c'est au niveau mondial que le Tanganyika sera la réserve du lithium. Nous avons la cassitérite, nous avons les coltans, nous avons de l'or, nous avons l'eau, bien sûr, nous avons l'eau. Le Tanganyika est voisin de trois pays étrangers.
Tanzanie. La Tanzanie, le Burundi et la Zambie. Il y a le lac Tanganyika qui nous sépare de ces deux pays. Qui regorge de poissons qu'on ne voit jamais. Exactement, qu'on n'a jamais exploité, même les couches qui sont au fin fond du lac de Tanganyika. vieillesse, comme on nous a appris. Exactement. Nous avons une route qui nous amène jusqu'en Zambie. Vous avez entendu la fois dernière qu'il y avait des conflits à la frontière Tanganyika et Zambie. Et c'est la même route que quand vous regardez le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga exporte ses minéraux par quelle voie? C'est par la route via Kasumbalesa, vers la Zambie. Le Tanganyika a une route qu'il faut tout simplement arranger, asphalter pour permettre aux investisseurs. Avant que le Tanganyika ne soit exploité, il faudrait mettre un climat d'affaires qui permettra aux investisseurs de venir. Qu'est-ce que l'investisseur a besoin? La garantie, la sécurisation de ses fonds. Quand il vient, il doit se sentir sécurisé. Et c'est tout ce dont un investisseur a besoin. Les infrastructures, le route des dessertes agricoles. Parce que la minéralisation du Tanganyika, ce n'est pas la ville de Kalemi. Ce sont les territoires. Vous avez Manono, vous avez Kongolo, Mbulula là-bas, et même le cuivre dans les Tanganyika. Donc aujourd'hui, dans le Grand Katanga de Mambré, nous pourrons dire que la province qui donne encore de l'espoir, la province qui est vierge, c'est les Tanganyika. Quelles sont les grandes villes de Tanganyika? Vous avez Kalemi. En fait, si je parle de grandes villes, je vais tout simplement vous parler de ces 6 territoires. Ces 6 territoires. Ces 6 territoires, excepté le Kalemi territoire, je vais parler de 5. Nous avons Kalemi, nous avons Kongolo, Manono, Nyuzu, ainsi que Moba. Le territoire de Mzé, c'était quoi? C'est Manono. Manono? Bien sûr. Ok. Nous allons rester dans la gestion du Tanganyika. Beaucoup disent, et j'ai entendu, parce que moi je lis beaucoup mes compatriotes, que depuis le départ de Zoé Kabila, le Tanganyika est mort, il n'y a plus de grands travaux, voilà, tout est à plat, à sec. Est-ce que c'est vrai? J'ai un notable avec moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le départ de Zoé Kabila a-t-il changé la donne au Tanganyika? Bien, je vais être objectif. Exactement. Zoé est venue, comme je l'ai dit, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a eu des chantiers qu'il a initiés, qui n'ont jamais commencé et encore moins terminé. Le Tanganyika aujourd'hui, c'est la seule route qui va à l'aéroport. Je vois qu'il a laissé un projet. Voilà. On n'a qu'un seul grand boulevard. Hein, voilà, je vois un projet de la route qui va vers le stade de Joseph Kabila, et qui est aménagé par Forest. Et en termes d'espoir, la population avait seulement sa joie de vivre et sa quiétude de dormir tranquillement sans insécurité. C'est tout simplement dans le point positif qui a eu, qui lui a mis exactement. Le rôle des assemblées provinciales, beaucoup se plaignent, disent que les assemblées provinciales sont le creuset de l'instabilité politique en République démocratique du Congo. Et je sais qu'au Tanganyika, ben, ça ne va pas à l'assemblée provinciale du Tanganyika. Et je sais que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que beaucoup de Congolais disent qu'on doit carrément supprimer les assemblées provinciales, ça ne sert à rien, c'est budgétivore, et ils sont toujours là pour faire partir les gouverneurs, c'est vraiment l'épée de Damoclès sur la tête des gouverneurs, que les gouverneurs des provinces doivent avoir l'assemblée provinciale dans leur poche pour pouvoir être tranquilles. Au Tanganyika, qu'est-ce qui se passe à l'assemblée provinciale du Tanganyika? Voilà, là je vais demander un peu, beaucoup plus de minutes pour vraiment circonscrire. Le chef de l'État annonce l'arrivée de l'Union sacrée. L'Union sacrée installée dans plusieurs provinces. Et les Tanganyika, la province qui était une province de la Kabylie, parce qu'avec Zoé qui était là, c'était la terreur, c'était la dictature qui était installée dans les Tanganyika. Et après un certain moment, il fallait que l'on ait des gens qui croient au chef de l'État, des gens qui acceptent d'aller braver cette peur, ce mythe-là qui a été créé dans les Tanganyika pour
installer l'Union sacrée. C'est comme ça que nous avons eu un bon nombre de députés qui ont accepté d'adhérer à la vision du chef de l'État, qui est une vision de l'Union sacrée. Ces députés-là sont venus à l'Assemblée provinciale. Ils ont qui est la majoritaire FCC, non? Majoritaire FCC? Absolument pas. Non. Absolument pas. L'Assemblée provinciale n'était pas majoritaire FCC? Il y a des gens qui sont venus avec cash. Il y a des gens qui ont adhéré au niveau du cash. Et il y a aussi des gens qui ont, à cette époque, été du FCC. Mais comment Zoé Kabila a été élu si c'était Zoé pas été élu parce que FCC? Exactement. Vous avez des partis comme AFDC qui ont des députés, mais ils n'ont pas continué dans cet angle-là avec le FCC. Donc c'est pour vous dire que non, voilà, quand l'Union sacrée a été annoncée, il y a eu des combattants de la première heure qui sont partis avec l'Union sacrée. Okay. Alors, ces gens-là ont milité, ils ont bravé de baïonnettes jusqu'à déboulonner le système de la Kabylie au niveau du Tanganyika. L'Assemblée provinciale, le bureau était tombé, qui était tenu par le PPRD, au niveau du gouvernorat Zoé était tombé, et on a installé l'Union sacrée. L'Union sacrée a pris le bureau de l'Assemblée provinciale. On a laissé le vice-gouverneur qui continuait à faire l'intérim jusqu'aux élections. On arrive aux élections. L'Union sacrée, le Tanganyika a eu une situation particulière. On a eu 2 candidats de l'Union sacrée. Qui est qui? Madame l'actuelle gouverneure, Julie Ngungwa, ainsi que Maître Fano Béa. 2 candidats validés de l'Union sacrée. Une situation très particulière que les autres provinces n'ont pas vécue. On va aux élections. Madame Julie, l'actuelle gouverneure, va remporter les élections avec 12 députés. Sur combien? 12 députés du FCC et 2 de l'Union sacrée. Donc elle l'emporte 14 sur 25. Il y a 25 députés provinciaux. Exactement. 14 sur 25. Et vous avez le député qui se sont déclarés fils et constants de Zoé, et ils n'ont jamais traversé, ils n'ont jamais accepté d'adhérer dans l'Union sacrée. Et de tous ces temps, ils ont évolué comme étant les opposants de l'Union sacrée. Et Madame la gouverneure, l'actuelle gouverneure, a dealé avec le député du FCC pour passer à la tête du gouvernorat. Vous avez des preuves? Exactement, j'ai des preuves, madame. Quoi, là-bas, on a donné des palissades aussi ou quoi? Il faut des preuves palpables. Vous savez comment ça se passe, donc vous êtes surveillé. Les enveloppes grises ont circulé ou quoi? Je l'espère. Donc, vous allez retrouver ces gens-là, quand je dis des alliances contre nature, parce qu'il y en a qui étaient déjà proclamés ministres, et après, dès que je suis gouverneur, voilà, vous allez prendre l'Assemblée provinciale, tout ça. Donc, on est rentré dans l'époque ancienne de la Kabylie. On a reboulonné. Voilà. On a déboulonné. Voilà le terme, on a reboulonné. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'Assemblée provinciale qui a battu l'Union sacrée. Le FCC a battu l'Union sacrée à plate couture. Oh là là. Parce que 12 députés de l'Union sacrée qui ont voté l'actuel gouverneur, et Madame la gouverneure, à peine arrivée, le jour qu'elle est en train de faire sa remise et reprise, elle monte une machine pour déchoir le bureau de l'Union sacrée. Et pour preuve, elle va déchoir le bureau, elle installe un bureau d'âge en dehors de la salle de plénière, dans une chambre d'hôtel. Ils sont installés, et pendant que ces 2 ordres-là est en train de se faire voir, le VPN de l'intérieur envoie un télégramme pour demander au bureau de l'Assemblée provinciale de rejoindre Kinshasa, ainsi que leur bureau d'âge, pour rejoindre Kinshasa, et le VPN a suspendu les plénières.
C'est M. Asselo, non, le BFM? Bien sûr, le ministre Asselo, qui a suspendu les plénières et il a demandé à aux deux camps de rejoindre Kinshasa. Le bureau de l'Union sacrée se déplace pour Kinshasa en suivant les instructions du ministre Asselo. Il se retrouve à Kinshasa jusque maintenant. L'autre bureau n'est pas venu. L'autre bureau a boycotté. Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant que je vous parle, le télégramme court encore. Parce qu'il a interdit les plénières. Mais ça se tient là-bas, les plénières? Mais je vous informe que maintenant, là, Madame la gouverneure, la toute puissante gouverneure, a défié sur toutes les lignes la loi. Elle a ouvert la salle de plénière. Elle a fait voter le nouveau bureau qui est tenu par l'AFBC de Néné Koulou, ainsi que le PPRD. Qui était ministre du Travail. Exactement, ainsi que le PPRD, l'adjointe. Mais ce sont des fidèles de Kabila. Ce sont les fidèles de la Kabylie. C'est comme ça que je vous ai dit, le FCC nous a battus dans les Tanganyika. Le FCC a repris la manette de la province. Nombre de Kabila, de Zoé Kabila plane. Plane, parce qu'il y a eu des alliances contre nature. Madame, pour se faire élire, il fallait recourir à Zoé. Il fallait recourir à Zoé. Et qui est à la base de ces deals-là? C'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Monsieur Guilhem. Je ne veux pas de plainte, hein, pardon. Ok, vous avez des preuves que c'est le... Non, je vous informe. Je vous informe. Du moment, le chef de l'État me suit. Celui qui a amené Madame Julie auprès du chef de l'État pour faire d'elle gouverneur, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Celui... Mais je vous informe. Je vous informe, le chef de l'État. On risque de vous arrêter et puis vous allez dire... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on nous arrête pour la vérité... C'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Je l'ai dit, je les regarde dans le blanc de l'œil. Le chef de l'État me suit. Celui qui a amené Madame Julie chez le chef de l'État, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. L'actuel. L'actuel, M. Guilhem. Il est de l'Union sacrée, qu'est-ce qu'il va gagner dans tout ça? Ben oui. Le problème, c'est quoi? C'est le contrôle de la grande province du Katanga. Comment contrôler? C'est bien de procéder à des manœuvres claires et propres. Lui, il est Katanga. Pas faire, bien sûr. Bien sûr. Il est du Tanganyika. Bien sûr, c'est sa nièce. Et quand il arrive à faire des alliances contre nature avec les FCC, c'est là la crainte que nous avons. Pour qui roule-t-il? Pour qui roule-t-il? Mais ce sont des deals politiques. En politique, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que des intérêts. S'il trouve que son intérêt était de s'allier avec les Kabylistes, entre guillemets, pour avoir le pouvoir, elle n'est pas le seul à avoir fait ça. Mais pas même au sommet, on a fait des alliances contre pas fragiliser les institutions, pas fragiliser l'union sacrée dans le Tanganyika. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas des gens qui... Non, vous êtes faible. Non. L'union sacrée est faible au Tanganyika. Attention, le problème... Vous n'anticipez pas. Si l'union sacrée était faible, il pouvait balayer très facilement l'Assemblée provinciale. Il n'a pas pu. Aujourd'hui, tout ce qui se fait, ce sont des manœuvres en violation de la loi. Ils ont attendu que les gens sortent de là. Moi-même, personnellement, parce que quand j'ai dit que c'est impropre ce qu'ils sont en train de mener comme action, c'est que quand je déclare, j'organise une marche avec une popularité sur terrain, j'organise une marche de soutien au bureau de l'Assemblée provinciale. Le ministre de l'Intérieur qui sort en personne pour exactement, pour réprimander la marche, mais au moins, parce que la foule, elle était grande, nous sommes arrivés jusqu'à l'Assemblée provinciale. Mais vous savez quoi? Je suis président d'un grand club. Qui a été construit par Zoé Kabila, hein, cette Assemblée Absolument pas. Non, c'est pas vrai. Mon club. Moi, quand j'y étais, c'est l'Assemblée provinciale, il n'y avait rien. Mais non, je parle du football. Mais pour l'Assemblée provinciale, ça a été construit par Zoé Kabila. Pas construit, ça a été réhabilité. Ça a été repeint par Zoé Kabila. C'est vrai ça? Bien sûr. L'Assemblée provinciale n'a pas été construite par Zoé Kabila. On va chercher les images. Exactement, ça n'a pas été construit, ça a été repeint parce que c'est un ancien bâtiment. C'est un ancien bâtiment. Exactement. Et oui, par rapport à votre club? Je suis président d'un club de football. Mon club, le FC Tanganyika. Ah, j'entends parler de ça. Exactement, j'en suis le président. Le FC Tanganyika qui est là. Et parce que je suis président d'un club, à cause des sentiments, je vais dire, individuels, on instrumentalise le maire de la ville pour interdire même les activités sportives. Pas possible. On instrumentalise le maire de la ville pour interdire les activités
socio-culturelles, les activités politiques, les activités sportives. C'est Tanganyika, tout est... Sur l'étendue de la province du Tanganyika. Les preuves sont là. N'est-ce pas ça? Vous-même, vous êtes en danger, non? Je vais y arriver. N'est-ce pas ça la violation des droits de l'homme? N'est-ce pas ça la répression? N'est-ce pas ça la violation de la liberté d'expression? Quand je dis que je soutiens l'Assemblée provinciale, la veille, je suis encerclé, je suis assiégé. Chez moi à la maison, les images sont là. Vous en parlez. Exactement. Ok. Je suis assiégé. Moi, je suis hyper informé, mais je ne savais pas que c'était vous. Bien sûr, c'est moi en personne. Je suis assiégé, je suis encerclé. La population s'intercale. Elle vous a protégé d'ailleurs, cette population. La population m'a protégé. Et après, le lendemain, c'est le procureur qui se voit être guélé. Le procureur fait un mandat d'amener. Et voilà, après, avec la pression, le procureur retire. Madame la gouverneure, la toute-puissante, va recourir à l'ANR. L'ANR fait la même chose et puis l'ANR retire. Elle va recourir à l'auditorat. Et l'auditorat retire. On m'attend maintenant à l'aéroport. Mais c'est ça, je me demande comment vous êtes arrivé à Kinshasa si vous êtes surveillé comme ça, traqué comme ça. Vous avez pris une autre identité. Madame attendait que je sorte avec CAA, je fais venir le jet. Quand le jet arrive, pendant que je suis déjà monté, mes deux gardes du corps en train de faire les formalités, scotcher les armes et tout qu'on sort pour qu'on sorte, je vous informe que l'auditeur se déplace, l'auditeur de garnison se déplace en personne pour donner, intimer l'ordre autour des contrôles de refuser le décollage du jet. Et j'ai appris le coup de fil, on m'autorise de partir, mais on arrête mes gardes du corps. Les mercredis. Ils vont bien? Bien, ils vont bien. Le mercredi, on les arrête. Le jeudi, ils sont toujours séquestrés, sans motif. Et le vendredi, audience publique. Wow. Flagrance. De quoi? Violation des consignes, détention illégale de munitions et tout qu'on sort. Mais ce sont des policiers, non? Ce sont des policiers. Parce que les armes ont été consignées. Et tout ce qu'on cherche, consigné, le document en bonne et due forme. Et je vous informe que les samedis, ils sont relâchés. Et puis le mardi, procès le procès qui n'est plus public, on va les acquitter. Donc, vous comprenez la dictature. La dictature, voilà. C'est la même question que je me pose. Ça, c'est quelle justice? La dictature qui s'installe dans les Tanganyika et madame menace tout le monde. Est-ce que vous avez parlé ici à Kinshasa? Est-ce que vous avez parlé aux autorités, au ministre Asselo et tout ça? Est-ce que ce message est arrivé à bon port? Le ministre Asselo connaît cette situation. J'ai tenu le point de presse. Je l'ai dit. Le ministre a fait le télégramme. Nous attendons voir dans la posture dans laquelle il va être dans cette situation-là. Nous attendons sa personnalité. Parce que le télégramme a été violé. Madame a défié tout le monde. Le Tanganyika est devenu une province entière à part. Donc, un pays entièrement à part. Parce que ce que nous vivons, ça ne se vit pas ailleurs. Et le VPM, c'était, on viole le télégramme, les plénières se tiennent, et nous nous retrouvons dans une posture où nous ne pouvons pas parler dans les Tanganyika. Quand vous parlez, vous devenez l'homme à abattre. Bon, j'espère que le message va arriver, parce que même en Tanganyika, comme l'émission passe sur Nyota TV, j'espère que là-bas, on va vous suivre, et ici aussi. Mais, mon frère est compatriote, mais c'est quasiment impossible de vivre dans une situation pareille. Mais moi, j'ai peur pour vous. Est-ce que vous allez rentrer tranquillement au Tanganyika? Je vais rentrer, madame. Mais on va vous arrêter, non? Nous avons fait l'opposition dans ce pays. On a déjà été arrêté plusieurs fois par la Kabylie. On a été dans des geôles de l'ANR. C'est pas pour autant aujourd'hui qu'on va refuser. On va avoir peur d'être arrêté. S'il faut mourir pour des valeurs républicaines, nous allons le faire. Si il faut qu'on se fasse arrêter parce qu'il y a des individus qui ne veulent pas leur dire la vérité, bafouer nos droits, nous allons nous faire arrêter. Pas de problème.
nous n'avons pas peur, je l'ai dit hier, de qui que ce soit, parce qu'il y a de petits princes qui veulent installer la dictature dans la République. Absolument pas. Donc aujourd'hui, on peut dire clairement que le Tanganyika est un bastion du FCC aujourd'hui. Oui, le FCC a repris le Tanganyika. Madame, elle-même, la gouverneure, elle n'a jamais été de l'Union sacrée. Elle a adhéré à l'Union sacrée à la veille des élections. Quand il y a eu dépôt des candidatures, elle va adhérer à l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas une maison de blanchisserie. Est-ce que dans l'UDPS, il n'y a pas de candidat qui pouvait être candidat à la province du Tanganyika? C'est pour ça que beaucoup de gens disent, mais l'Union sacrée, c'est quoi en fait? C'est un conglomérat, entre guillemets, comme avait dit Mouzé. Donc aujourd'hui, chacun vient dans l'Union sacrée pour ses intérêts. Mais au fond, moi je me demande même si, même ici à Kinshasa, si l'Union sacrée a des socles, ou comment je peux dire, des fondements vraiment solides. Parce que chacun y vient pour ses intérêts. Madame, ici, je ne sais pas si l'Union sacrée est réelle ou si c'est un mythe. L'Union sacrée est réelle. Vous en êtes sûr avec ce qui s'est passé? Est réelle. Le problème, c'est un problème d'individus. Je vous ai parlé quand... C'est ça, l'Union sacrée est constituée des individus. Je vous parle des individus qui ont des pratiques pas claires, qui n'aident pas au fait le chef de l'État. Parce qu'il y a des gens qui continuent à collaborer avec l'ancien pouvoir. Parce que le directeur de cabinet du chef de l'État est allé vers Zoé Kabila pour lui prêter de ses 12 députés du FCC pour faire de lui le petit prince avec la projection de lithium dans les Tanganyika. Mais quand on dit que, par exemple, que le chef est mal entouré, ben, l'exemple est là. Ah, vous l'avez dit. L'exemple est là. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Les gens fustigent toujours l'entourage du chef de l'État. Vous l'avez dit. Moi, je ne sais pas ce qu'il est mal entouré, mais moi, je fustige la procédure. Contre les intérêts de l'Union sacrée, donc il agit contre les intérêts du chef de l'État. Voilà. C'est la logique simple. Voilà, parce qu'on pourrait même entendre, parce qu'il n'y a pas léthargie au sommet de l'État. Il n'y a pas léthargie dans l'application de la loi. C'est pas l'anomie, les règles sont là. Le VPM a envoyé la note, il a envoyé le télégramme interdisant les plénières. Il a suspendu les plénières. Mais aujourd'hui, la salle elle est ouverte. Les plénières se tiennent. Madame a sorti son gouvernement et on l'a investi. Oh. Bien sûr. N'est-ce pas ça une crise? Est-ce que nous allons cautionner cela? Absolument pas. Nous allons arriver jusqu'au bout. Nous attendons voir la réaction du VPM. Nous attendons voir la réaction du VPM. Ouais, sinon, nous allons conclure. Vous allez conclure. J'espère qu'il n'y aura pas sécession du Tanganyika, hein, espérons. Absolument pas. Absolument. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Ah, voilà, merci de nous éclairer. Je crois nous allons faire entendre nos voix par la voie démocratique. Par la voie démocratique. Je crois que le message est passé. Les assemblées provinciales, avec toutes les élections qu'il y a eu, j'espère que vous allez vraiment jouer votre rôle dans le pays, parce que ça discrédite un peu toutes ces assemblées. Nous allons maintenant parler de la guerre à l'Est. Comment la population du Tanganyika perçoit cette guerre, M. Kitumbwa? Est-ce que se sont concernés? Qu'est-ce que vous faites pour soutenir le chef de l'État par rapport à cette guerre? Oui, d'ailleurs, j'ai organisé une marche dans les Tanganyika pour le soutien à nos voyants militaires, les FARDC. Nous l'avions fait. Et nous sommes très touchés. Le Tanganyika n'est pas loin de l'Est. Le Tanganyika n'est pas loin de l'Est. D'ailleurs, pour arriver à Kalemi, il faut descendre par Goma. Et Goma exactement. Le lac Tanganyika nous sépare de l'Est. Oui. Donc, nous sommes très attristés de tout ce qui se passe à l'Est. Et quand vous regardez, ce n'est pas de l'acharnement sur des individus. Vous avez parlé de gens qui entourent le chef de l'État, vous avez parlé des individus. Il y a des gens qui sont là, qui continuent à traiter avec l'opposition, qui est le FCC. Il y a des gens qui sont là, qui continuent à participer dans des réunions stratégiques, mais absolument pas des réunions stratégiques avec le chef de l'État par rapport à la guerre à l'Est. Mais ils sont là, en train de continuer à collaborer avec le FCC. Est-ce que le FCC est l'ennemi? Est-ce que les gens ne peuvent pas vendre la mèche? Mais le FCC, c'est l'opposition. À l'époque, l'UDPS était dans les oppositions. Vous n'étiez pas ennemi. Être opposant, ça ne veut pas dire être ennemi de l'État ou de... Avec ces rapprochements de l'Est, vous ne pensez pas que la déstabilisation de foi des institutions profite à l'opposition?
Vous en êtes sûr? Bien oui. Qu'est-ce que l'opposition a gagné à ce que notre pays soit fragile? Ah, mais quand l'opposition crie toujours de l'échec, vous pensez que ça ne leur donne pas du pompe? C'est du pitch qu'on ajoute qu'on donne à l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition soutient les FRDC, c'est que l'UDPS n'avait pas fait à l'époque, il paraît. Non, Pendant la guerre que nous vivions sous Kabila, l'opposition n'a jamais soutenu l'effort des FRDC. Je ne suis pas de l'UDPS. Ah, mais bon, à l'époque, vous étiez de l'opposition. Ouais, mais aujourd'hui, on a dit que Tshisekedi endosse sa tenue de chef de guerre et menace Kigali. Il est à Luanda aujourd'hui et nous sommes vraiment contents pour une fois que le chef de l'État tape du poing sur la table et prononce ce mot. Il a dit si Kagame continue, en tout cas ces menaces, ces intimidations, on va y aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, vraiment, le message est clair. Hein? Vous savez, moi je vais tout simplement vous dire que il le disait toujours. C'est pas pour cette fois-ci. Seulement qu'il a opté une voie que d'aucuns n'arrivaient pas à comprendre. Il a opté une voie qui était d'abord diplomatique. C'est une procédure. Il a commencé par faire comprendre que nous sommes des frères, on peut vivre ensemble. Et l'ennemi, le voisin a pensé que c'était une faiblesse. Il a dit c'est pas de la faiblesse. Hein? C'est pas de la faiblesse. Et aujourd'hui, nous sommes au stade où le chef... Il faut comprendre un peu le chef de l'État. Vous allez voir avec le FCC comment est-ce qu'il a évolué le mariage FCC-Cash. Comment ça s'est terminé hein? Et tous pensaient que c'était une faiblesse. Il était calme, il comprenait tout le monde. Il comprenait et il agissait avec toute impartialité. Il agissait avec beaucoup de douceur, mais beaucoup l'ont pris comme une faiblesse. Et quand il a agi, tout le monde a senti que non, voilà le chef de l'État dans sa casquette. C'est la même chose avec Kagame. Je vais vous lire quelques tweets pour que vous ayez des idées. Le chef de l'État exige à Kagame de clarifier ses liens avec le M23 et d'admettre son soutien avant de dialoguer. Donc il a posé de conditions cette fois-ci. Voilà. Hein. Si vous ne dites pas clairement, on ne dialogue pas. Il menace d'ailleurs d'aller en guerre contre le Rwanda si la provocation de Kigali continue. Le chef de l'État dit que cette guerre est possible et cette possibilité de guerre n'est pas exclue si cette provocation de Kigali continue toujours et nous ne resterons pas assis sans rien faire, nous ne sommes pas faibles. Voilà. Vos mots, hein, en tout cas, on dirait que vous avez anticipé les paroles. Le chef de l'État l'a dit, nous ne sommes pas faibles. Ouais. Cette fois-ci, je crois que le langage est clair et la population est contente. Et je lis les tweets de notre population. Cette fois-ci, vraiment, on a pris un revirement à 180 degrés. Exactement. Nous avons le commandant suprême, c'est tout ce que je peux dire. Nous avons un commandant suprême. Voilà. C'est que Kabila n'a jamais fait dans 18 ans. En 18 ans de son règne, Kabila n'a jamais dit ça. Il n'a jamais déclaré que les ennemis de la République, c'était le Rwanda. C'était Paul Kagame et ses acolytes. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État tapent du poing sur la table pour le déclarer. C'est une délivrance de la RDC. Parce que des années et des années, le voile, les masques n'étaient jamais tombés. Aujourd'hui, ça se fait. Et nous, en tant que Congolais, nous ne pourrons qu'accompagner le chef de l'État, lui serrer le coude pour qu'on arrive à démanteler ces réseaux. À ceux-là qui pensent qu'ils peuvent servir la RDC via le FRDC, je lance un appel pathétique. Et toute cette population qui pense qu'ils peuvent servir le FRDC sous les drapeaux, je leur demande d'adhérer massivement dans notre armée pour combattre l'ennemi qui est en face de nous. Oui, c'est vrai que vous dites que le Kabila n'a rien fait, mais moi je pense que Kabila avait vaincu... Pas qu'il n'a rien fait, il n'a jamais... Il avait vaincu le M23 en 2013. Il a vaincu le M23 en 2013, quand même ça a été mis en déroute et sa dernière émergence est due aux forces de défense rwandaises qui se cachent derrière le M23. Ça c'est Tshisekedi qui le dit. Hein. Non, non, non. On avait quand même mis en déroute le M23 je suis en train de parler de la déclaration ouverte. Ah, contre le Rwanda? Contre le Rwanda. Il ne l'a jamais fait, il n'a jamais déclaré que c'est le Rwanda qui nous a... Mais Kabila c'était un taiseux, tout le monde le sait, il parlait jamais, il disait jamais rien. Mais voilà, aujourd'hui nous avons un président de la République qui était considéré comme un taiseux. Voilà, aujourd'hui il le dit, après avoir épuisé tout ce que nous avons comme voie diplomatique. Kabila n'avait qu'une seule formule. Dialogue, dialogue, réintégration, dialogue, réinsertion, dialogue, réinsertion. Aujourd'hui nous avons une armée qui... à un certain moment, comme nous le disons, il y a ceux-là qui croient qu'il y a des infiltrés dans l'armée,
par rapport à tout ce qui s'est passé. On nous a laissé une armée fragile. Grâce au chef de l'État, aujourd'hui, quand même, l'armée commence à se revêtir du poids de la bête. Ok. Donc, je vais lire le tweet de Vincent Kariga, qui est ambassadeur du Rwanda ici. Ouais. Il dit que le Rwanda n'a aucun intérêt économique à s'occuper de l'insécurité en République démocratique du Congo. Cependant, une RDC stable et progressive, intégrée régionalement, merci, présente des formidables opportunités d'affaires pour le Rwanda et la région. Donc, aujourd'hui, beaucoup de Congolais se disent, qu'est-ce que nous allons gagner en étant dans cette communauté des pays de l'Afrique de l'Est? Je sais que aussi Kalemi est un peu plus rapproché de l'Est que de Kinshasa. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que Kalemi, par exemple, qu'est-ce que le Tanganyika va gagner en étant dans cette zone économique avec les pays de l'Est? Et non, d'abord ici, il faut noter que c'est mal placé le tweet de l'ambassadeur. Lui, on le sait, il dit toujours parce que quand il dit que le Rwanda n'a pas d'intérêt économique par rapport à tout ça. Mais n'est-ce pas chez eux une usine de raffinerie de l'or pendant qu'ils n'ont pas de l'or? Ça vient d'où? Même le coltan. Hein? Le coltan, la cassitérite. Est-ce qu'ils en ont? Mais ils parlent de quoi? Est-ce qu'ils maîtrisent au moins ce qui se passe par rapport au Tanganyika? Effectivement, nous voulons la paix avec nos voisins. Le Rwanda n'est pas notre voisin direct, mais nous parlons de nos compatriotes de l'Est. Nous ne pourrons pas avoir beaucoup plus de pitié par rapport aux voisins de l'extérieur que nos propres frères de l'Est. Le pays direct avec Tanganyika, c'est la Tanzanie. C'est le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Mais il y a beaucoup de produits qui proviennent de la Tanzanie. Moi, j'y étais. Il y a beaucoup de produits qui proviennent de la Tanzanie et du Burundi à Kalemi. Exactement. Okay. Et le Tanganyika a beaucoup d'impact communicationnel par rapport à la Tanzanie. Ouais. Donc nous avons beaucoup de compassion par rapport à nos frères qui sont à l'Est. Et notre problème, ce n'est pas le Rwanda. Et quand le chef de l'État dévoile leurs manœuvres dilatoires, donc nous sommes derrière notre armée et derrière le chef de l'État. Merci beaucoup. Je crois que le temps qui nous est imparti est terminé. Je crois qu'on a fait vraiment le tour de la question. Et en tout cas, le commandant suprême a parlé. En tout cas, cette fois-ci, on sent le ton de Kinshasa et c'est une très très bonne chose. Les Congolais et les Congolaises n'attendaient que ça. Et le président l'a dit, avant de dialoguer, il faut que les vérités soient sur la table. Hein. Il faut que Kagame et Kigali disent ouvertement qu'ils soutiennent le M23, sinon, pas de dialogue. Merci beaucoup en tout cas à vous. Le Tanganyika, on l'aime bien, mais c'est très difficile pour le Congolais lambda d'aller là-bas parce que peut-être avec la baisse des prix des avions, beaucoup de gens voudront découvrir le Tanganyika. Nous, on a étudié les lacs Tanganyika. Moi, je l'ai vu, c'est magnifique. Des beaux plages aujourd'hui au Tanganyika. En tout cas, moi, j'incite les Congolais de Kinshasa, les Kinois, d'aller. C'est vrai qu'on a toujours tendance à aller à Dubaï, Afrique du Sud, mais il faut de temps en temps aller au Tanganyika. Ouais. Voir le village de Musée, aller à Manono, voir le village de Musée, et surtout voir le lac Tanganyika. C'est magnifique le lac Tanganyika. C'est très beau. Nous avons vraiment des sites touristiques. Je sais que le tourisme maintenant ça va un peu. Il faut seulement promouvoir le tourisme au Tanganyika. Quels sont les grands sites là-bas à part le lac Tanganyika? Vous avez encore quoi comme tourisme? Il y a plusieurs sites. Il y a plusieurs sites à visiter. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que je vais y aller incessamment au Tanganyika. Moi, j'adore mon pays, j'adore l'intérieur du pays. Il faut vraiment beaucoup plus avoir des routes. Nous aimerions quand même que nous soyons liés par voie terrestre. Oui, il y a la route venant de Lubumbashi jusqu'à... Kinshasa. Aujourd'hui, quelqu'un peut quitter Kinshasa pour aller à Kalemi? C'est pas possible, hein? Absolument pas, mais je parle du Haut-Katanga qui est relié au Tanganyika. Et le Goma et tout ça par l'eau. On n'est pas interconnecté. Par l'eau. Moi, j'aimerais un jour faire Kinshasa, Kalemi en voiture. En voiture. J'espère que ça sera possible, comme ça se fait chez les autres. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, M. Katungwa. Merci. Je sais que notre plateau vous sera ouvert. Christian Kitungwa, le notable du Tanganyika. Merci à vous pour votre fidélité et prenez rendez-vous très prochainement pour un autre spécial débat. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Au revoir.